On parle de médecine depuis tout à l'heure. Pourquoi la médecine générale ? Alors moi j'ai toujours voulu être généraliste depuis l'âge de à peu près 8 ans. C'est vrai. Et Okay. c'était dans un coin de ma tête et je me suis pas du tout intéressée aux autres spé. Ah ouais. Mais au point que, tu vois, typiquement j'ai retapé ma première année parce que j'ai loupé médecine de 10 places. Hein. Alors je le dis bien super. maintenant, avant je le disais pas trop, mais maintenant que je vois les numérus et tous les choix politiques qui ont été faits à tort, j'ai un peu les boules. Et pareil en l'internat, je voulais mettre G parce que c'est très personnel, mais moi j'avais envie de voir la famille et de voir les gens évoluer en âge et suivre les familles. Et je regrette vraiment pas. C'est hyper gratifiant quand tu vois les enfants grandir, mais au même titre tu vas savoir des choses sur leurs parents, des choses que tu vas pas forcément dire. Je trouve ça cool, avec le secret médical. Mais ça fait du bien aussi d'entendre des choses positives, parce qu'en médecine générale, ces dernières années, on a entendu, encore une fois, quand on parle que des choses négatives, on a tendance à voir que du noir autour d'un sujet. Je trouve que la médecine, Ouais, mais parce qu'on la maltraite, je pense, en France. Mais c'est totalement sous-coté pour le coup. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui invite des soignants et des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy, et je suis accompagné de Louis, qui est infirmier en réanimation et qui est lui aussi créateur d'une chaîne de vulgarisation médicale, Un Homme Blanc. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Laure, médecin généraliste connue sous le nom de Le Cœur Net sur Instagram et TikTok, sur lesquels elle comptabilise au total plus de 300 000 abonnés. Elle a co-créé le podcast 140 battements par minute sur la parentalité et la natalité. Elle est spécialisée dans la prévention des jeunes, la sexualité, contraception et bien évidemment vulgarisation générale. Elle est très active auprès de l'association Internet sans crainte pour aider les jeunes face aux écrans. Et elle est elle-même mère de 3 enfants et mariée à Aldebert, musicien pro connu pour ses chansons de métal pour enfants. Bienvenue Laure dans notre podcast Dopamine. Mais j'adore cette intro. Salut Jérémy, salut. Ce que je te propose pour commencer, ça va être un échauffement, un petit échauffement. On va te poser une série de questions rapides, un peu en mitraillette, où tu n'auras le droit de répondre que par oui, non, vrai ou faux, sans justifier. Est-ce que ça te va ? Très bien. Bonne réponse déjà. Allez, c'est bon, un point. Allez. Est-ce que tu dirais que tu es une influenceuse santé ? Oui. Est-ce que tu fais des partenariats ? Oui. Est-ce qu'il y a des sujets de santé qu'on ne peut pas aborder sur les réseaux sociaux ? Non. Est-ce que la prévention et l'information sur la sexualité sont efficaces en France ? Je dirais oui. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais médecine G ? Oui. Est-ce qu'avec tout ce que tu fais, tu arrives à avoir une vie de famille ? Oui. Est-ce qu'on te demande souvent des avis médicaux sur les réseaux ? Oui. Est-ce que tu reçois des photos de patients qui te montrent des problèmes de peau ou autres ? Alors, autre, oui. Ok. Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu qui prennent la grosse tête sur les réseaux ? Certainement, oui, je pense. TikTok est mieux qu'Instagram ? Non. Est-ce qu'un jour, tu aimerais arrêter ton métier principal pour te consacrer uniquement au réseau ? Non. Est-ce que l'ordre des médecins défend correctement les médecins ? Oui. Ok. Voilà. C'était un échauffement. Est-ce que le mouillage de nuque Il y a des petits moments d'hésitation. Ouais. Est-ce que je me mets dans le jus ou pas ? Vas-y, direct. On va partir, là, on va te poser des questions. On a plein de questions à te poser. Et pour choisir le thème de la question, on a un super outil, c'est la roue des questions. Et en fait, en fonction de ce sur quoi tu vas tomber, tiens. La roue. Alors, il n'y a pas la roue de la fortune, là. Bah, c'est encore mieux. C'est la santé. T'as appuyé une seule fois. Allez, c'est parti. Vas-y. J'y vais. On en a parlé dans les questions rapides qu'on t'a posées. Il y a un des thèmes que tu abordes assez régulièrement sur les réseaux, c'est la sexualité justement. Tu t'as posé la question, est-ce qu'on peut parler de tout sur les réseaux ? T'as dit oui. Mais moi, ma question, c'est comment on en parle ? C'est quoi ton angle d'approche pour parler d'un sujet qu'on peut considérer, enfin, qu'il y a 20 ans, on considérait comme tabou, c'est pas si vieux, quoi. Ouais, il faut lever les tabous, c'est hyper important. Alors, comment on en parle ? Je dirais très facilement. Alors, sur les réseaux, la grosse difficulté, c'est l'algorithme, que vous connaissez bien. Il faut passer au-delà de l'algorithme, qui est complètement idiot, hein. Entre nous, ça va être, on va remplacer des lettres par une autre, des lettres par des chiffres, lorsqu'on fait les sous-titres. Et puis même, oralement, il m'est arrivé carrément de mettre des bips sur les mots qu'on utilise mais très facilement et qui sont pas du tout grossiers, hein, qui sont juste de l'ordre de la sexualité
Point. Juste ça, pour c'est... détailler, parce que là, il y a peut-être des personnes qui consultent pas forcément. C'est par exemple si tu utilises le mot pénis, vulve ou un truc comme ça, là tu peux être censuré juste parce que t'es là affiché. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mes vidéos qui ont été bannies, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles vont être visibles par ma communauté, mais pas vraiment au-delà. Et il y a des statistiques qui ressortent et c'est terrible et c'est hyper frustrant parce qu'on va aborder des sujets qui sont de la vulgarisation, des questions. Il n'y a rien de vulgaire en fait. Et c'est assez frustrant. Après, pour la question du tabou, je dirais que en fait, faut tout simplement pas en avoir, quoi. On peut répondre à toutes les questions, et c'est ça qui est chouette dans nos métiers de santé, c'est qu'en fait, on est des fois surpris par les questions des gens, soit parce que voilà, elles sont un peu étonnantes, un peu farfelues, ou à l'inverse, ça va être quelqu'un qui va nous dire, j'ai pas pu en parler chez moi, j'ai un peu honte. Vous en pensez quoi? Alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'ultra banal. Je sais pas, la pilosité, enfin des questions que tout le monde peut avoir en fait. Donc, faut tout simplement y répondre ou avec beaucoup de simplicité et de respect, comme on ferait finalement avec un enfant qui viendrait avec, tu vois, des questions à 5 ans, 6 ans, comment on fait les bébés, etc. Ben voilà, tu réponds et il y a pas, c'est quelque chose d'humain et il n'y a pas de souci, pas de malaise, quoi. Et ça peut se faire en 1 minute, 1 minute 30. Non. On le fait en 1 minute 30. Et figure-toi que justement, cette histoire d'algorithme et de code des réseaux sociaux, moi je trouve ça hyper dur et presque violent, c'est qu'on nous impose maintenant des formats même encore plus courts. Ce qui fonctionne typiquement à l'heure d'aujourd'hui, c'est des trucs de 5 secondes, donc ça devient presque ridicule. Et en même temps, quelque part, si c'est ça qui fonctionne, il faut se jouer au jeu, il y a presque un exercice de style. Alors tu vas mettre une photo, tu vas faire une vidéo très courte, et puis après les infos, tu vas les amener dans le texte, trouver des solutions. Ça changera, je pense, on reviendra du format plus long plus tard, j'en suis sûre. On verra, parce que les réseaux, là, ils tendent justement à tout augmenter, des carousels plus longs, des trucs plus longs, et en fait, personne les regarde, donc c'est paradoxal. Je pense, j'ai l'impression qu'ils essaient d'inverser la tendance, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'en créant des formats plus courts, du coup, tu fais pas de rétention d'audience, et toi, t'es sur les 2 plateformes principales des formats courts, c'est-à-dire Instagram et TikTok, et je pense que c'est encore plus vrai sur TikTok, c'est que la rétention d'audience, elle est nulle, tu peux faire, on en parlait même encore ce matin, tu peux faire un TikTok qui va faire 1 million de vues, mais c'est pas pour autant que les gens, ils vont te suivre pour tes autres contenus, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc valoriser, je pense, le contenu un peu plus complexe, quoi. Enfin, faut arrêter juste de scroller. Bon voilà, après ça fait très vieille ce que je dis, je trouve, mais je pense qu'il y a un truc autour de ça, quoi. Essayer de maintenir aussi les personnes sur des vidéos plus longues, quoi. Et t'as jamais pensé à aller sur YouTube, qui est la plateforme des vidéos? Ah, c'est un projet? J'y ai pensé, et j'y pense, ça reste dans ma tête, parce que je trouve que ça reste une des plateformes les plus je dirais sérieuse aussi en matière de contenu, quoi. Enfin, il y a du contenu quali, long, comme vous faites, et je trouve que faut se lancer. Après, je pense qu'il faut le faire bien, en étant accompagné, avec en étant quali, et moi j'ai peut-être encore un peu peur de sauter le pas. Ah oui. Et puis il y a une question de temps aussi, je pense. Qu'est-ce qui fait peur Ce qui fait peur, je pense que l'idée de faire du contenu long et régulier, ça te demande une énergie qui est pas la même, je pense, que sur des formats très courts. Et d'autant que, par exemple, TikTok, c'est un bon exemple, c'est que ce qui est valorisé aussi souvent, c'est le contenu assez, entre guillemets, je dirais pas à l'arrache, mais même si c'est un petit peu écrit, ça va être plus naturel, un peu moins travaillé, alors que sur YouTube, on attend plus. J'ai l'impression. Alors, je peux me tromper. Peut-être que c'est moi qui ai un peu des freins, des biais. Bon, non, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est ça... J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai qu'en fait, la différence entre les contenus chiadés et les contenus vraiment, comme tu dis, vraiment fait à l'arrache. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un truc et ça cartonne. Je te rends compte qu'il n'y a pas de différence. Moi, je suis un psychopathe avec l'image et tout. J'ai toujours très attention de faire des belles images avec des appareils photo et tout ça. Il y en a tu tournes tout à l'iPhone. Et je me rends compte que mes réels, je les tourne à l'iPhone. Et surtout que des fois, même sur les réels, je fais attention à la lumière et tout. Et de temps en temps, je vais tourner un truc à l'arrache, hors de mon décor et tout. Et des fois, ça va tout aussi bien marcher. Donc en fait, je pense que l'image, les gens, ils s'en fichent un petit peu maintenant sur les formats courts. En tout cas, sur les formats longs, ça reste vrai que les personnes, elles travaillent l'image, quoi. Mais... Ouais, puis peut-être que c'est moi qui ai des freins que je me mets tout seul, hein. Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que moi, j'ai cette image-là, peut-être plus en format comme une émission, ou quelque chose de plus posé, comme ici, avec des caméras, du matos, etc., que pour le moment, j'ai pas encore, mais qui arrivera peut-être un jour.
à suivre. Peut-être un jour. Et des fois, en plus, on va voir, on attend. Ça se trouve, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Non, mais tu vois, typiquement, tu parles des réseaux sociaux. Pour que ça marche, pour que l'algorithme te montre un petit peu à tout le monde, c'est qu'il faut suivre des trends, suivre des modes de vidéo et tout ça. Le problème des trucs qui marchent sur TikTok, c'est que c'est les danses. Alors, tu me verras jamais danser, mais en tout cas pas pour le moment. Vraiment, sur les réseaux, chercher, mais écoute, j'ai pas le souvenir d'avoir dansé. Alors, j'ai peut-être. Tu sais, il y a une trend où tu montrais, tu vois. Oui, des trucs. oui. Voilà, c'est du vu et revu, mais ça, j'ai dû le faire. Par contre, danser, non. Et c'est vrai qu'après, tu mets un cadre, tu vois. Moi, je montre un petit peu le perso, mais pas beaucoup. Et pareil, sur la forme, je reste encore assez accrochée à mon cabinet médical, à une posture assez sérieuse. Je vais m'en décrocher, je pense, progressivement, mais pour moi, il me faut un peu de temps. Et ouais, je vais pas trop au-delà de ça. Après, je me montre plus sur des événements, tu vois, perso, ouais. ou tu vois, des courses ou des trucs comme ça. Et où tu montres un peu plus ta famille aussi, parce que ça, tu le montres plus sur Insta, mais pas du tout sur TikTok. Non, ouais, j'ai pris ce choix-là. Après, sur TikTok, j'ai aussi une cible, entre guillemets, c'est le terme, très ado. Et je pense que ma vie familiale, je pense que ça les intéresse pas trop, mais c'est l'image aussi que je mets en fait. Et ouais, Instagram, j'ai mis énormément de temps à parler de ma vie un petit peu perso. Enfin, je dis un peu parce que je reste quand même mesurée, je pense. Parce que ouais, c'est pas évident. Je trouve qu'il y a aussi une histoire de jardin secret, tu vois. C'est la définition de la vie perso. Ouais, c'est ça, c'est perso, quoi. Si ça devient public, alors même si c'est mesuré, je pense que les gens, des fois, ils s'en fichent, ils passent. Mais voilà, je mesure. C'est exactement le mot. Okay. Et justement, on parlait de l'algorithme, etc. Comment tu fais pour parler sexo et pas tomber dans le... Alors, on va dire les termes, peut-être que l'algo, il sera pas content, mais dans le putaclic, parce qu'on en voit, et je pense que tu t'en connais, même si tu es une des personnes les plus gentilles, je pense, sur les réseaux, que tu ne diras jamais mal d'aucun créateur de contenu, mais je pense que tu as déjà vu passer des contenus putaclic. Genre les minutes de Jérémy, tu vois. Oui, par exemple, ou alors un homme en blanc, enfin, en fer, tu vois. Ouais, c'est chaud parce que t'es tenté. Ouais, moi j'espère avoir quand même cette ligne directrice de me dire voilà, je tombe pas dans des trucs trop putaclic, mais surtout, mais tu sais même dans la position, les fringues que tu vas mettre. Nous les nanas, est-ce que tu te filmes en maillot pour présenter une vidéo de santé, pardon? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Enfin, c'est vrai qu'il y a ça en fait. Tu fais le test, ça marche, enfin, j'espère. Bien évidemment. Mais je vais pas le faire. Mais donc ouais, là, voilà, on a commandé 2 vidéos. On a commandé une vidéo de danse. Vidéo de danse en maillot. Alors là, laisse-nous mettre. Oui. Et du coup, mais toi, tu t'es toujours justement refusé de faire ça parce qu'il y en a pour le coup qui hésitent pas. Alors, est-ce que c'est toujours la question que je me pose. Il n'y a pas de règle éthique par rapport à ça. Est-ce que c'est pour faire passer un message? Parce que pareil, je pense que toi, ça te frustre un peu de faire des vidéos très courtes. Mais au final, tu utilises une brèche qui existe pour faire de la prévention, parce que c'est ça le truc principal. Donc, est-ce qu'il y a un moral ou pas à faire certaines choses? Non, j'ai pas du tout de morale à faire. Je pense que d'ailleurs, peut-être que les personnes qui justement utilisent le putaclic, finalement, comme leurs vidéos vont buzzer, elles vont peut-être aussi passer des messages un peu plus forts et à plus de personnes, donc peut-être qu'elles ont raison, j'en sais rien. C'est plus une sorte d'éthique perso, quoi, tu vois. J'ai pas envie de vendre, enfin il y a un truc à un moment, mon métier c'est médecin, je le fais pour plein de bonnes raisons. Les réseaux sociaux, c'est une prolongation de mon métier. Moi je le vois vraiment comme une façon de travailler, de faire voilà, ce métier-là un petit peu différemment. J'ai choisi de le faire comme ça, j'ai pas du tout envie de déroger voilà, à ces règles-là. Et puis, je suis contente de la façon dont ça se passe. Donc, si j'étais frustrée ou pas bien, peut-être que je changerais, je me poserais la question, mais pas pour le moment. C'est marrant, t'en parles, parce que c'est une question qu'on avait posée à un autre invité. Est-ce que, sans forcément aller jusqu'aux réseaux sociaux, est-ce que tu penses que les soignants, de manière générale, devraient être formés à vulgariser un petit peu la santé? Ouais, c'est une super question. Ouais, je pense qu'ils devraient être meilleurs en communication, de manière générale. Parce qu'il y a vraiment des défauts de communication et je pense que nous, les soignants, on a une grosse responsabilité à ce niveau-là. Il y a des patients qui repartent, on leur a fait 3 fois trop peur, ou à l'inverse, ils n'ont pas toutes les explications et certainement parce qu'on est mauvais. En tout cas, je peux parler de la médecine, pour le coup, je trouve qu'on n'est pas formé, même dans la psychologie, médecine générale, pardon, je précise. Et moi, j'ai fait une formation de 3 ans, là, typiquement en thérapie brève, et j'ai appris énormément sur la façon, la posture, la façon dont on doit parler, les termes, tu sais. Bon, alors c'est peut-être des choses dont on entend parler quand on s'intéresse aussi beaucoup à l'éducation, à la façon dont on doit parler à nos enfants, mais c'est un peu pareil.
Ça va être, tu vois, des mots plus positifs, chercher des ressources, donner des réponses où quand on accompagne une personne, on ne balance pas juste un truc comme ça, on va direct trouver des outils pour l'aider. Enfin, voilà. Et donc, de manière générale, je sais pas si c'est vraiment la vulgarisation, mais en tout cas, c'est accompagner mieux par la parole aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a des grosses erreurs. Alors, je trouve que ça va quand même vachement mieux avec la génération de médecins qui arrive là. Je m'inclus aussi. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais bon. Non, mais tu vois, je sais pas, moi j'ai un bureau qui fait 30 cm de large. Je m'assois souvent à côté de mes patients, je bascule, j'ai une autre chaise à côté du bureau, donc pour être à côté d'eux. Je trouve qu'on a des approches qui sont un peu moins condescendantes. Mais t'as pas la barrière entre deux un peu. Ouais. Tu sais, les anciens médecins ou le chef qui mettaient. T'avais cette distance-là. Moi, j'étais à bout de table, t'as le médecin à l'autre bout et je disais salut, et il se rapprochait quand il fallait l'ausculter, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, je pense que c'est bien que ça évolue, tu vois. Bah, complètement. Et la formation thérapie brève, du coup, c'est quoi exactement? Parce que je connais pas, je pense que ça peut intéresser des personnes aussi. Ouais, écoute, c'est génial. Moi, j'ai suivi une formation de l'Institut Utile. C'est un professeur en psychiatrie qui s'appelle Philippe Haïm. C'est sur 3 ans, c'est entre Nancy et Paris, mais il y en a d'autres qui font ça. Et donc la thérapie brève, c'est des nouvelles thérapies qui vont vraiment à l'encontre de tout ce qui est psychanalyse. Donc le patient, il va pas te raconter sa vie, son passé très longtemps. Au contraire, ça va être plutôt des thérapies où tu vas penser au présent et au futur. Quel est ton problème? Comment tu te sens? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon très factuelle? Et on dit souvent, on va assez à l'essentiel en fait. On s'étend pas. Alors tu vois, en fonction de tes émotions, on va définir tes besoins, tes ressources. Alors je résume, c'est très caricatural là comme ça fait résumer très. 3 ans en même temps, ouais, c'est compliqué. C'est un peu chaud, mais c'est bien. Et en fait, moi, en fin de consulte, souvent, je fais une sorte d'ordonnance. Alors pour le patient, ça pourrait être un papier ou un post-it, mais et je donne des exercices, tu vois, typiquement, autour de la colère, plein de trucs à faire, des petits tests qu'il doit faire sur la journée, des trucs pour dénouer des choses qui vont pas bien. Voilà. C'est chouette, c'est quelque chose. Tu penses que c'est abordable sans être médecin à la base? Ouais. Il y a des thérapies pour les non-médecins, des formations à cette thérapie pour les non-médecins. Il y a aussi des thérapies pour les médecins et non-médecins, parce que je pense que des fois il faut être accompagné aussi pour bien soigner. Non, mais c'est abordable pour tout le monde. Après, moi je trouve que c'est indispensable de manière générale d'avoir une formation en psy. On fait un métier qui est tellement lourd et faut accompagner les gens. Quoi. Non mais tu vois, complètement, je suis 100% d'accord et 100% d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui devrait être de nature dans notre formation, dans nos formations soignantes, quelles qu'elles soient, que ça manque. Par contre, il y a un deuxième truc que j'aime bien faire, c'est mettre les pieds dans le plat. Je me dis 3 ans de formation en plus pour être coach de vie, c'est beaucoup, non? Et c'est pour ça que je vais dire, ok, il y a vraiment le lien avec le médical en plus derrière, parce que tu peux lier les deux. Non seulement tu peux, mais en fait, ça te permet de passer les messages, comme tu disais tout à l'heure, de manière vachement moins violente, en fait. Ouais, moins violente. Après, tu vois, là, j'ai un peu réduit tout ce que je te disais là autour de cette formation, mais typiquement, on accompagne aussi les psychotraumas. Et tu vois, là, on est un peu au-delà du simple coach de vie, tu vois. Il est provocateur. Ouais, il est provocateur. Non, mais après, t'as des coachs qui ont tellement lu, qui vont être certainement meilleurs que certains toubibs qui font tout le temps les mêmes trucs depuis tout le temps, qui sont jamais dans les recos, qui se remettent pas en question et qui évoluent pas. Enfin, tu vois, donc je veux pas dénigrer qui que ce soit. Après, je pense quand même que quand t'as une formation avec les ressources que tu t'enquilles, des livres et des livres sur des thérapies solutionnistes et puis le MDR là en l'occurrence, je trouve qu'il y a il y a plein de trucs à faire. Ouais, de la formation en plus. Ouais. 2 questions pour toi. Okay. Tu parles du MDR, c'est ça? EMDR. EMDR, voilà, le mec qui n'y connaît. Est-ce que tu peux déjà dire à quoi correspond le sigle et peut-être les gens qui connaissent pas le... Alors, c'est un terme anglais, c'est Eyes Movement, je sais pas quoi. Mais en gros, c'est une technique de mouvement oculaire. Alors, pour ceux qui auront la caméra, le film, ça sera plus simple. Mais en gros, on balaye le regard, donc le thérapeute va se mettre à environ 1 mètre du patient et il fait ces mouvements-ci, donc le doigt au niveau du regard, de droite à gauche, de haut en bas, et puis un peu dans tous les sens, tout en citant des mots qu'on a définis auparavant avec le patient, qui sont en rapport avec un trauma. D'accord. Donc c'est assez lourd ce que je dis, mais en gros, typiquement vraiment des violences ou
un accident ou une phobie. Moi, j'ai testé sur mon fils, alors je suis pas censée, mais il avait très peur des chiens depuis 2 ans, c'était une cata. Et quand j'ai été formée, tu sais, on te donne ton diplôme en gros, et puis on te dit bon, ça y est, maintenant faut te lancer, tu vois. Je dis allez, tant qu'à faire, je vais tester à la maison. Et c'est dingue parce que là aujourd'hui, tu sais, en genre, il fait des câlins aux petits chiens, il en veut un d'ailleurs, et c'est non. Ah oui, bah mais voilà, c'est un peu chiant en fait d'avoir traité sa phobie. Mais c'est bon. le revers de la médaille. Non mais Okay. ouais, voilà, donc ça peut être très dur. Le patient en fait pendant cet événement va avoir ces émotions qui vont monter mais d'une force. Ça peut être des grosses larmes, ça peut être jusqu'à en vomir, enfin ça peut être très 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 violent. Et en fait c'est toujours systématiquement au bout de quelques minutes que les émotions à un moment elles lâchent d'un coup, comme ça, tu sais, comme un truc qui se percerait, voilà. Et les gens sentent un bénéfice, tu vois, en fin de séance qui est vraiment fort. Après, tu les renvoies chez eux, alors tu leur dis vraiment de passer une petite soirée tranquille, pépère, parce que ils sont souvent abasourdis et puis très fatigués. Puis souvent, t'as des résultats dans une quinzaine de jours après. Okay. Mais c'est vraiment maintenant scientifiquement prouvé. T'as en gros, tu vas garder la mémoire de l'événement, parce que t'oublies pas. Ça, c'est pas. Les gens, des fois, viennent consulter pour oublier des choses, et ça, c'est pas possible. Par contre, t'as l'émotion qui va être totalement détachée. Donc, t'auras plus les montées de larmes, tu sais, l'angoisse que tu peux avoir quand tu penses à quelque chose qui a pu t'arriver. Okay. Ouais. Et franchement, renseignez-vous. Si vous avez eu, je sais pas, un événement, un accident, un accouchement difficile, ou enfin, il y a plein d'événements comme ça qui sont, des fois on minimise, et puis finalement c'est des choses qu'on va ressasser, et ça fonctionne. Ok, sur les post-traumas, c'est pas mal de intéressant psy de maintenant pouvoir, qui font. Ouais. En tout cas, la deuxième chose, c'était même pas vraiment une question, mais c'était moi, tous mes potes qui sont internes en Medg, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont très mal formés à la psychiatrie. Et on en parlait encore avec Mickaël, qui a été un invité d'un précédent épisode, du premier épisode qui est sorti d'ailleurs, qui est docteur en santé publique et qui s'intéresse vraiment à la santé mentale, et qui disait qu'en fait, maintenant, on sépare énormément la sémantique et la somato, et la psy. La somato, la psy, c'est ça. Ouais. Genre qu'un neurologue, il a plus de semestre en psychiatrie, alors qu'on parle du cerveau, enfin tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est en plus tout est lié. Alors tu sais, il y a un terme maintenant, c'est holistique. Les gens aiment bien ce terme-là. Moi, ça me fait un petit peu rire parce qu'en fait, la médecine, enfin ou le soin, il est holistique. Enfin, tu sépares pas un membre de la tête, quoi. Enfin, tu vas prendre vraiment la personne dans sa globalité, avec son taf, ses difficultés, le social. Enfin, ça aussi, tu vois, on n'en parle pas assez. C'est pas pareil une personne qui est malade quand elle est, je sais pas, un père ou une mère célibataire, comparé à quelqu'un qui a énormément d'aide, qui a, je sais pas, voilà, tout ça c'est holistique, ça devrait être normal. Mais bon, voilà, bref, ça me fait rire quand les gens mettent l'étiquette. Oui. Parce qu'il y a holistique et holistique, quoi. Effectivement. Alors, toi, je pense que ton job fait que de fait, tu dois chercher à être le plus complète possible, parce que c'est ça ce que ça veut dire en fait, faire le lien entre le biopsycho et le social. Mais quand t'es le neurochir, non mais qui a pas le temps. Je prends neurochir, mais quand t'es quelqu'un d'ultra spécialisé, le problème c'est que tu fermes vachement le faisceau aussi. Et alors déjà t'as pas le temps en plus en France pour faire du soin. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à leur décharge, les soignants qui sont sous l'eau à l'hôpital, dans tout ce qui est système public, on va dire, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est aussi pour ça que la psy passe un peu à la trappe, je pense, au-delà de la formation. Non, mais il y a tout ce contexte-là aussi, effectivement. Mais allez, faut y croire. Mais c'était il y a aussi beaucoup d'humanité. Non, mais c'est vrai. On voit aussi qu'on peut se former, tu le dis toi-même. Ouais, on peut se former, et il y a un message que je voudrais dire, parce que tu vois, pour compléter cette histoire du psychotrauma, des fois, il suffit pas grand-chose, en fait. Ça va être une main sur l'épaule, ça va être... Tu sais, ce message-là, on peut le dire aux soignants, mais on peut le dire à tout le monde. T'as pas le temps, t'es en stress, il arrive quelque chose, tu vas garder la personne dans les yeux et tu vas lui dire, écoute, on va y arriver, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire, tu vas dire voilà, là j'ai pas le temps de vous expliquer, mais vous êtes pas seul, enfin tu vois. Et je vois tellement écoute, c'est marrant que tu en parles. On a eu un invité qui nous a dit exactement ça, donc qui était dans un lit de réanimation, qui pouvait pas communiquer, qui était hyper angoissé et qui a été rassuré par une aide-soignante qui lui a pris la main et qui... De toute façon, on voit que le contact, on est tous les deux formateurs en simulation. Dans la simulation, il y a le débriefing. Et du coup, on est aussi formé au débriefing à chaud quand moi je suis au SAMU, t'es en réanimation, quand on a une situation qui est compliquée, on fait souvent quand même des débriefings à chaud puis un débriefing à froid.
Et tu te rends compte qu'en fait, en donnant directement les consignes, en disant en fait c'est normal, genre, et surtout quand on débrief, moi j'avais eu le cas sur une dame qui était passée sous un camion, un SAMU, donc avec des images en plus très gore, etc. Et il y avait des jeunes pompiers, on savait qu'ils étaient ils étaient majeurs, quoi, ils venaient de rentrer dans la brigade et tout, jeunes militaires, et on avait vraiment pris le temps de déjà ils nous avaient accompagnés jusqu'à l'accueil des Politro, et on les avait débriefés en leur disant en fait arrêtez, genre c'est normal que vous allez être pas bien et ne faites pas preuve de ranger votre ego, ranger votre ego, parce qu'en plus on était tous témoins, on avait tous eu plus ou moins un psychotrauma au moins dans la pièce, en disant voilà, on pense qu'on est invincible jusqu'au jour où on chute, et en fait vu qu'on s'est cru invincible, et ben, on va chuter encore plus que si on avait conscience de ses propres limites. Et du coup on leur dit vraiment, vous allez garder des images pendant les premières 48 heures, c'est normal. Par contre si au-delà des 48 heures vous gardez encore des images, là il faut heureusement maintenant les pompiers sont très bien encadrés au niveau psychologique, mais voilà, et ça passe, mais même on l'étudie en simulation sur les situations d'urgence, il y a le phénomène de sidération où ils vont rester immobiles, et le fait, comme tu dis, d'aller poser une main sur l'épaule, ou quelqu'un qui fait un effet tunnel, recontact, resynchronisation, donc on le voit effectivement, hein, ça, mais c'est super juste ce que tu dis, et tu sais il y a un autre truc j'aimerais bien ajouter pour compléter, quand quelqu'un vient, alors tu vois, nous on parle du phénomène patient-soignant. Oui, c'est les bons termes. Mais ça peut être aussi auprès d'un proche, il faut les croire en fait. C'est tout con, mais tu sais, voilà, quelqu'un va consulter pour n'importe quelle raison, ou alors une copine ou ton enfant ou je sais pas qui vient te dire il m'est arrivé ça. Point, on croit, on remet pas en question, et puis on avance, on en parle. Parce que ça aussi, pareil, je trouve que c'est des trucs, on le dit pas assez, mais je pense que c'est important. Et on ferme une porte, et en fait c'est quelque chose qui va s'engrainer, se gangréner même, totalement. pardon. Mais alors je rejoins toujours le psychotrauma. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce qui fait trauma, souvent, tu sais, je donne l'exemple d'une agression sexuelle. Si une personne consulte, la plupart du temps, ce qui a fait trauma, ça va être ma mère, elle m'a pas cru, le flic, il m'a dit que c'était de ma faute, machin. Et en fait, c'est pas forcément, alors je minimise pas, hein, mais c'est pas forcément la raison du trauma. La raison du trauma, ça va être la perte de sécurité ou ce genre de choses. Donc vraiment, je sais pas si ça complète, mais je pense qu'en position de soignant, oui. Ne pas remettre en question les gens. Parce que du coup, tu te rends compte qu'en tant que soignant, si tu communiques mal, et ça rejoint la question initiale de Louis, est-ce qu'on devrait être mieux formé à la communication ? Bah oui, parce qu'on peut aggraver, sans le vouloir, un psychotrauma. Et il y a toutes ces petites phrases aussi, sans forcément aller dans le psychotrauma, mais que j'entends encore, et de jeunes médecins ou de jeunes infirmiers, dans les phrases typiques que moi, en communication, c'est la base, on nous a appris à dire « ne vous inquiétez pas », c'est la pire phrase, « ça va pas faire mal ». Voilà, enfin ça pour on est ultra formé en pédiatrie, parce que voilà, en pédiatrie on nous le dit, parce que les enfants ils captent encore plus ce genre de trucs, voilà. Mais j'entends tellement ça, ne vous inquiétez pas madame, votre mari ne va pas mourir. Cette phrase, il y a mort, inquiétude dans la phrase, elle va dire ok il va mourir, je suis inquiète. Et c'est vraiment ça, et ça voilà. Parce que tu rejoins, je crois que t'es bien plus formé que nous, mais ça c'est des bases qui ne sont pas... Ouais, c'est ça, mais ça, pareil, ça s'apprend. Je veux dire, des fois, tout simplement, je sais pas, dans notre propre éducation perso, on a ce qu'on nous a inculqué. Alors, si nos parents nous parlaient d'une certaine façon, ben forcément, on va reproduire. Alors, c'est pas pour reprocher aux parents, mais il y a un moment, tu vois, il faut peut-être juste, sortir des bouquins ou se former. Moi, j'ai préféré me former, aller au contact des gens, mais ça peut être différent, hein, tu vois. Déjà, lire et avoir cette bonne volonté, écouter des podcasts, etc., c'est une bonne... Écouter des podcasts. Après, avoir cette bonne volonté, c'est indispensable, parce que tu vois, ce que tu dis, je vais vous faire une prise de sang, je vais vous piquer, je suis désolé, ça va faire mal. En fait, tu préconditionnes. Ouais, tu préconditionnes, mais maintenant on revient un petit peu en arrière. La personne, l'infirmière qui dit ça, ou la soignante qui dit ça, bah, elle pense bien faire, elle veut bien faire, mais parce qu'elle prend pas le temps, parce que des fois, même moi aussi, hein, je pense que tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, il y a un moment où on te dit, attends, regarde ce que tu viens de faire, qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais, en fait, non. Mais si on te pousse pas un petit peu à te regarder toi-même, tu penses bien faire, et en fait, ben, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est très juste. Toute communication non violente, toute communication non négative, c'est... Je trouve que pour ça, c'est pas mal de bosser en équipe, comme vous le faites aussi, parce que je pense que t'as un regard extérieur que t'as moins en cabinet médical, à part quand tu prends des étudiants que tu vas former. Mais je trouve quand t'as un regard critique, quelqu'un qui dit pourquoi t'as fait ci, machin, enfin, du coup tu retravailles un peu plus ta façon de communiquer. Après moi je pense que c'est vraiment avec les étudiants, moi de mon expérience, c'est avec les étudiants que t'apprends le plus, hein, parce que les équipes entre elles, pour se critiquer tout de suite, c'est très compliqué de se critiquer positivement. Enfin, les équipes, on en parlait encore dans l'épisode juste avant, hein, mais même au-delà pour de ça, une critique bienveillante c'est compliqué, hein, des fois. C'était nul, méchant. Mais pas que les soignants, mais on est vraiment dans un univers hyper négatif. Tu vois, je faisais de la formation là, cette semaine, et pareil, on faisait des mises en situation.
sur des situations de secours qui se passaient très très bien. On fait un débrief. Qu'est-ce que tu as pensé de ta situation ? Ah, j'ai pas fait ça c'était pas bon. Attends. Juste factuellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, on voit si c'est bien ou pas bien. Mais juste, le réflexe, c'est de se critiquer, le réflexe, c'est de se descendre. Attends. En plus, c'était une situation qui s'était bien passée. Donc Alors, tu vois, il y a un truc peut-être à faire passer. Typiquement, la question, les petites choses à retenir, c'est les faits, les émotions. Ça vous parle, ça ? Les faits, les émotions, les besoins. Et même typiquement avec tes collègues, les faits, qu'est-ce qui s'est passé sur une situation ? Les émotions, moi j'ai ressenti par exemple, je sais pas, du stress ou j'étais pas à l'aise. Et mes besoins, j'aurais peut-être eu besoin qu'on en parle. Enfin voilà, sans nécessairement juger l'autre, je pense qu'on peut essayer de formuler de façon bienveillante. Mais c'est difficile. Mais tu vois, par exemple, en nous, ce qu'on nous apprend en débriefing, sauf si on a une formation en psychologie, on nous apprend à ne pas aller chercher les apprenants sur leurs émotions. Parce qu'en fait, dans le débriefing, quand tu commences par dire, genre la phrase typique qu'on a tous tendance à dire en simulation, c'est quel est ton ressenti ? Putain, et nos formatrices, elles nous disaient, ok, et là, la personne, elle se met à pleurer devant vous, vous faites quoi ? Parce que des fois, en fait, les situations de simulation, ça fait remonter justement des psychotraumas. Ouais. Elle dit, c'est très bien, mais derrière, il faut savoir les gérer. Ouais, parce que si vous avez une personne qui est en détresse en face de vous et que vous n'avez pas la gérer, voilà. C'est dur. Mais là, par contre, je donnais les étapes de notre ressenti. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est plus pour, par exemple, si t'as un reproche à faire à quelqu'un d'autre parce que t'es pas à l'aise, tu dis les faits. Donc les faits, c'est pas à juger, c'est très, très neutre. Après, mon ressenti et mes besoins. Mais par contre, effectivement, aller chercher les ressentis de l'autre, ça peut être dur parce que ça peut être aussi une difficulté, soulever de la honte ou des choses qui sont pas simples. Ouais. On retourne la roue. On est parti. Ça va parti. Bah écoute, et toi ? Ok, très bien. C'est à toi qu'il faut poser cette question. Ouais. C'est très intéressant. C'est zen, c'est cool. À toi de jouer. Tourne la roue et vous. Et tombe dessus. Là, c'est pas... voilà, parfait. C'est une vague. Moi, je voulais te parler de 140 battements minutes, 140 par minute. Toi, tu me disais qu'il faut écouter du podcast pour pouvoir justement s'informer, pour pouvoir se mettre à jour et éventuellement ouvrir un peu l'esprit. C'est quoi 140 par minute ? 140 par minute ou 140 battements par minute ? Ouais, 140 battements par minute. Alors, c'est le rythme cardiaque fœtal, déjà, faut savoir. Enfin, fœtal à la naissance, pardon. J'ai la sortie du ventre de la mère. Et c'est le nom d'un podcast que j'anime, et qui est il y a 10 épisodes exactement. Donc c'est un podcast qui m'a été gentiment proposé à la suite d'un stage que j'ai fait à France Télé il y a un petit moment, maintenant il y a 3-4 ans. J'avais pu rencontrer les équipes d'une émission qui s'appelle La Maison des Maternelles. Ah oui. J'ai sympathisé avec Benjamin Muller, qui est aussi à la présentation de l'émission. Alors puis maintenant, il est sur TF1, ça a changé. Et ce gars est super et il m'a dit, Laure, écoute, si tu veux, on fait un podcast, je te le produis. Et si tu veux, tu peux proposer à une personne de ton choix de discuter comme on le fait ensemble. Et cette personne, elle était présente puisque c'est la sage-femme de l'émission et donc c'est Anna Roy avec qui on s'est posé en mode café entre copines pour parler de parentalité et puis de tout ce qui tourne de cette période un peu particulière du postpartum, alors avec des angles très variés, que ce soit je sais pas, on a parlé pas mal d'alcool, mais de baby blues, de belle-mère et si tu veux, c'est vraiment la vie, quoi, de comment on se positionne. C'est ça que j'avais aimé dans ce podcast là, justement, c'est que c'était un truc pas formel par rapport, il y a énormément de communication autour de la naissance, même. Beaucoup, on verra après encore. Il y a rien d'informel, il y a rien de sympa en fait. Enfin, non, c'est pas vrai qu'il y a rien de sympa. C'est typiquement la maison des maternelles, c'est un truc bien. Typiquement, non mais la maison des maternelles, c'est sympa, mais c'est encore très formel. Tout est trop prévu, trop prévisible. Alors que là, ce que j'avais bien aimé dans le podcast, j'ai écouté ça quand j'étais parti courir, je me dis là voilà, ça c'est une discussion entre potes. Et c'est vrai que ce qui était cool, c'est que c'est la façon dont Anna plutôt a amené ses informations, les messages qu'elle voulait passer, c'est qu'elle apportait vraiment avec son vécu. Moi, j'avais plus quand même une trame en tête avec des petits messages, tu sais, de recommandations scientifiques ou des petites choses. Oui, parce qu'il reste du fond quand même. Qui passaient. Il y avait du fond, je pense aussi tout à fait des deux protagonistes, on va dire. Mais en fait, j'avais vraiment aussi, comme vous le faites là, il y a un moment, si tu veux qu'une discussion tienne, il faut qu'il y ait un petit fil conducteur. Mais c'est vrai que on a pris parti d'aborder la parentalité
sans le regard uniquement médical, comme on peut avoir des fois, avec aussi le côté, ben voilà, nous aussi on est dedans, ça c'est les recos, mais on n'y arrive pas. Moi je galère. C'est ça ce que je voulais dire. T'as mis les mots, j'arrivais pas. Pour la petite anecdote sur cette émission, La Maison des Maternelles, la première fois que j'y suis passée en direct, j'avais un petit bébé à la maison de 4 mois et il faisait passer nuit, elle faisait passer nuit. C'était l'horreur, j'avais des cernes comme ça et je suis arrivée à l'émission pour faire un truc spécial sommeil. Donc j'étais là, quand même. Bon, les bébés ils doivent pas dormir dans leur lit et tout. Moi je m'endormais en allaitant, c'est comme ça, la cata. Et tout ça pour dire que voilà, tu vois, des fois c'est sympa aussi de dire qu'il y a l'autre côté. Il y a les règles, il y a les recos qu'il faut au max suivre. Et puis il y a aussi la vraie vie. Voilà, on n'est pas des robots. Il y a des moments où on craque, il y a des moments c'est plus cool et c'est ok, tu vois. C'est un côté très déculpabilisant du coup, parce que je pense qu'il y a, et ça c'est un défaut du corps médical, je pense qu'on est très culpabilisant. C'est très compliqué de faire de la vulga, enfin non, c'est pas très compliqué, mais il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué de pas être culpabilisant. Par exemple, j'essaie de sensibiliser sur la mort inattendue, et pas subite, inattendue du nourrisson, où tu balances tes recos en te disant voilà, il faut pas ça et ça. Et une fois sur Twitter, j'avais un papa qui m'a dit bah oui, mais en fait, elle ne dort que sur le ventre. Et du coup, j'étais étudié dans un coin de ma tête et voilà, on est entre nous, tout ça. Je le dis, je fais bah oui, mais du coup, on fait quoi ? On la laisse mourir du mort. Et en fait, non, il disait, après, on avait discuté, il me disait, mais non, mais en fait, on fait du cododo avec elle. Et je dis bah oui, du coup dans ces cas-là oui c'est ok parce que ça reste dans les recos de faire du cododo et tout ça quoi. Mais ah ouais, le cododo. Enfin le cododo non mais ça reste en gros c'est si jamais quand tu lis les trucs si jamais tu peux pas respecter la position à plat dos, par contre il faut qu'il y ait un parent qui soit tout le temps. Le cododo peut être possible mais pareil il faut s'y connaître, faut connaître voilà, vraiment les recos. C'est-à-dire par exemple typiquement le cododo ça va pas être dans un même lit avec des grosses couettes, des têtes d'oreiller, des doudous tu vois. C'est le truc à côté. En fait il y a même une finesse, arrête-moi si je me trompe Jérémy, c'est qu'on doit pas avoir de couverture, je crois qu'on doit avoir un sac de couchage, enfin un équivalent de sac de couchage, tu vois, pour les parents. Hein. Et tu vois, enfin il y a même alors je veux pas dire de bêtises, mais pour moi c'est zéro couverture avec un enfant. Ouais. Ça m'étonnerait pas, mais après c'est surtout là je sais plus s'il dormait, alors oui j'ai dit cododo mais rien que le fait de garder le lit du bébé dans la chambre en fait. Ouais. Donc ça il y a déjà... co-sleeping et cododo tout ça, mais après, maintenant il y a même des lits que tu mets enfin tu sais des lits bébés que tu accroches au lit qui sont faits pour qui ressemblent au final beaucoup aux lits qu'il y a en maternité, ça on a mis du temps à reproduire ce qu'il y avait en maternité à la maison, mais ça marche très bien. Mais c'est très juste et tu vois il y a des règles et puis il y a la vraie vie. Et tu vois le pire du pire ça reste aussi quand même que les parents soient à bout et que ça en devienne dangereux pour eux-mêmes et ça moi je l'ai vu franchement en consulte, des gens qui pètent des câbles, qui vont leur dire mais je comprends pas, je l'ai désiré depuis toujours et en même temps je déteste, je veux plus le voir, je veux me barrer, je veux rester au boulot le plus longtemps possible, et ça tu l'as en discussion, donc entre laisser son bébé dormir sur le dos ou sur le ventre, ou se retrouver à ce qu'il soit malheureusement ce qu'il arrive des choses parce que voilà. Mais ça faut vraiment pas. Le problème, tu vois, ça rejoint un peu les réseaux, c'est que on est de plus en plus seuls. Les gens sont seuls, les parents sont seuls, donc il faut réussir à voir des gens, à sortir un petit peu de ce côté image de la personne qui gère tout, qui dort trop bien, qui fait un 36 en sortant de mater. Faut sortir de là, aller à la rencontre d'autres parents ou revoir et essayer d'avoir des liens sociaux en fait pour pouvoir parler. Ça c'est hyper important. Tu trouves que du coup le prisme des réseaux sociaux a accentué la solitude ou l'isolement ? Ouais. Ce qui est ultra paradoxal quand c'est on écoute les réseaux. Ouais, mais parce que t'as je comprends complètement. Mais les communautés de mamans sur les réseaux, elles sont superbes. Heureusement qu'elles sont là. Il y a beaucoup d'infos aussi, c'est pas mal. Et je pense que ça sort un petit peu de la solitude parce qu'on voit de l'info passer. Il y a quand même, ça existe et ça a le mérite d'être là. Après, je pense que rien ne remplacera jamais des rencontres humaines, quoi. On l'a vu au moment du Covid, c'était horrible d'être isolé. Donc non, je pense qu'il faut avoir un petit peu des ressources humaines, dans le sens, il faut avoir un voisin sur qui compter si on est en galère, si on a une urgence, et il faut avoir un service de PMI, ou des aides sociales, tu vois, quand on est un peu isolé ou seul. Ça existe, on peut demander en PMI des aides pour le ménage, il y a des choses à mettre en place pour pas être tout seul. Voilà. Mais je veux pas plomber l'ambiance parce que je pense qu'en fait, en plus, on peut aussi y arriver très bien. Je pense qu'il faut juste entendre que c'est pas simple. Mais c'est juste, moi, on peut le formuler de façon à dire on peut y arriver très bien et que au pire,
si jamais on n'y arrive pas, il y a des solutions qui existent, tu vois. Ouais. C'est plus de se dire, se garder ça, pas partir pessimiste en disant que ça va pas mal se passer. Mais tu sais, les gens qui pètent les plombs, souvent, c'est les gens un peu perfectionnistes, justement. Oui. C'est où tu définis ton très bien. Est-ce Ah que oui, ton oui, très ouais. bien, c'est quand ton enfant va bien, ou est-ce que c'est quand ta maison est rangée, toutes tes fringues repassées dans leur placard ou pas? Tu vois, c'est la question, tu vois. Mais justement, là, du coup, ça revient aux réseaux sociaux. Quand tu regardes sur les réseaux, tu scrolles un petit peu et que tous les autres, ça va faire à 36 au bout de 2 semaines d'accouchement, Ouais. sa maison est bien rangée, les gamins sont parfaits et tout, alors que moi, non. Mais Oui, mais après, c'est les réseaux, ça se trouve quand elle éteint son portable. Une dépression. Voilà. Merde, Tu sais, C'est pas- il y a des études là maintenant qui sortent sur les influenceurs santé qui dépriment en fait, qui sont pas si heureux ou bien que ça. Donc, Dis-nous tout. Moi j'ai Ça, lu, c'est j'ai hyper lu, intéressant. j'ai lu un texte sur l'état mental des influenceurs santé et il y a un taux de dépression en tout cas qui est assez élevé. Allez. qui est sorti il y a. Mais j'ai pas les Le chiffres. papier est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Je l'ai. Ah ouais, si tu veux, je te- ah ouais, parce que je le mettrai pour les personnes que ça intéresse. Je le mettrai en description. Voilà, alors j'ai pas les de- chiffres comme de- ça, mais c'est pour ça que aussi, tu vois, typiquement, c'est chouette que vous en parliez. C'est que je pense qu'il faut avoir un regard extérieur. Ben, ce que la personne propose, c'est super. C'est juste une photographie d'un moment qu'elle veut nous présenter, qu'elle a choisi de présenter. Ça se trouve, il y a eu 25 prix. Ça se trouve, elle a gueulé Ouais. sur Ouais. tout le monde avant, tu vois. Mais Mais oui, c'est important de le parce qu'il y en a énormément, je trouve, des influenceuses qui sont pas du tout dans l'optique justement de parler parentalité, juste qui montrent leur belle maison, leur beau mari et leurs beaux enfants, et ça fait presque film dystopique à la Vivarium ou ce genre de truc, tu vois. Donc oui, c'est bien de montrer que c'est pas forcément la réalité aussi. On retourne la roue. Allez, c'est parti. Nouveau thème. À toi de jouer. allons-y. La roue, la montagne. Allez, parfait, c'est nickel. En fait, pour ce qui est de la... Tu vois, on parlait tout à l'heure justement de la parentalité, la mère, bon, on fait des super blagues. Là, c'est vraiment le côté de la parentalité. Toi, tu as décidé de te positionner un petit peu justement là-dessus en termes de communication, avec notamment, tu as coécrit un livre plus spécifiquement, pas que la parentalité, c'est plus même pour les pères en fait. Exactement, c'est Devenir papa pour les nuls. Chez First, vous savez, les gros bouquins noirs et jaunes. Voilà, donc j'ai le versant médical Très cool. du livre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a fallu un livre pour les papas? Parce qu'ils sont moins bons que les mamans. Non, je plaisante. C'est génial. Allez, bastos. Ils connaissent rien. Non, J'ai non, hâte mais... de voir les commentaires sous le réel qui va... Ouais, grave. Non, mais c'est chouette d'écrire pour les pères. En plus, c'est très, très axé, avec beaucoup de bienveillance sur la paternité vécue. Aussi, voilà, avec toutes les injonctions qu'on peut avoir sur les pères aussi. Et donc, voilà, je vais pas redévelopper le côté, c'est pas forcément simple, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut aussi ouvrir. Il y a plein de pères qui sont de bonne volonté, et je pense que d'offrir ces livres-là, d'ailleurs, même pendant la grossesse, parce qu'il y a des questionnements, quelle va être ma position, comment je vais. Je parle de la position de tant que père. De tout ça. Oui, Je mais pas fais, pour... voilà. Mais voilà, bref, on avance et Pour puis faire on... l'enfant. Ok, très bien, j'ai compris. Parce que Ça y j'avais est, on regardé, il retourne avait dans pas le compris. vice. Non, mais je me demandais si on Mais parlait de ça. J'aimerais bien, juste, quand tu dis il y a des injonctions, comme quoi? Les injonctions, ben, tu sais, tu montres pas tes émotions, tu dois être forcément présent à côté de la mère à l'accouchement. Est-ce que tu, je sais pas, tu dois travailler plus pour pouvoir assurer le ouais, foyer, tout ça. il y a Non, plein il y a- de oui. on-dit, tu vois. C'est marrant parce que je pense qu'il y a double. Alors moi, du coup, je suis pas papa pour le coup, mais j'espère le devenir un jour pour le coup, et je sais que t'as la double injonction. T'as l'ancienne injonction qui était du père patriarcal qui doit assurer les fonctions du foyer, et t'as aujourd'hui les nouvelles injonctions de allez, ça fait 3 siècles que les mecs ils s'investissent pas, enfin 3 siècles, plus que les mecs qui sont justement en retrait de l'éducation, et aujourd'hui là vraiment les pères on les attend sur l'équité des tâches, etc. Et je trouve du coup t'es un peu pris dans ce truc et t'as envie de bien faire, mais je rejoins. Encore une fois, je suis pas papa, mais je sais du coup que ça peut être un peu. Ouais, c'est déroutant. C'est L'ancienne et déroutant. la nouvelle. Et je pense juste qu'il faut, voilà, il faut s'écouter, mais par contre, c'est vrai que tu vois ce qu'on disait sur le fait de se former, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a des trucs qu'on nous dit pas, et des fois, c'est bien aussi de se former, enfin de s'informer en tout cas sur peut-être ce que vit aussi la mère pendant la grossesse, les désagréments, comment est-ce qu'on peut l'aider, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de bienveillance, mais c'est vrai que des fois il y a des choses qu'on mesure pas, si on nous le dit pas, des fois la mère elle ose pas trop aussi. Ça c'est important. Si on nous le dit pas, les mecs, on peut pas savoir. Ça, c'est vrai que c'est une phrase. Après, c'est une phrase, on se cache un peu derrière. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai que voilà, s'il y a vraiment de la bonne volonté, je pense qu'il faut aussi pas avoir peur d'en parler, de poser la question, ou de lire et de se documenter. Il y a de plus en plus de trucs maintenant qui existent quand même.
Et il y a beaucoup de choses qui sont très, à mon sens, du coup j'ai été concerné, je suis concerné, mais j'étais concerné il n'y a pas très longtemps. Et quand j'essaie de me documenter, c'est soit clairement axé qui parle clairement à la maman, future maman ou maman, soit c'est quelque chose qui est très généraliste et je me dis, écoute, je vais lire mon livre de bio parce que finalement c'est aussi chaleureux, mais il y a plus d'informations. Soit c'est d'un niais. Waouh, mais c'est d'un niais violent, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression qu'on me parle comme un enfant de 4 ans. C'est raide. C'est raide. Et heureusement qu'il y a d'autres trucs quand même, dont ton bouquin. Ouais, c'est gentil, c'est dur de communiquer sans être dans l'injonction, comme tu dis, dans le côté un peu niais, fais ci, fais ça. C'est toutes les règles à tenir. Moi, je pense que déjà d'avoir pas mal d'infos et de savoir un petit peu comment ça se passe dans les foyers, je trouve ça intéressant aussi de dire... Ouais, mais déjà, il faut pouvoir rentrer dans les foyers. Ouais. Mais donc, dans ce livre-là, il y a pas mal d'infos justement sur le pourquoi du comment et je pense qu'on peut s'y retrouver en tant que père ou futur papa. Je pense que le message aussi à passer, c'est peut-être d'anticiper un petit peu. Et je trouve que ces 9 mois de grossesse, souvent, ils sont quand même bons. Parce que ça, au-delà de préparer, entre guillemets, le nid, il y a un peu ce côté aussi, se préparer psychologiquement. Et puis un peu anticiper. Même si il y a toujours des bonnes surprises. Mais heureusement qu'il y a des bonnes surprises. Et c'est marrant parce que ce côté pour les papas, même tu parles un peu de parentalité par vague, en fait. Je trouve que ça dépend, il y a des moments. Je pense que t'es pris d'un truc, t'as plusieurs thèmes qui viennent en même temps. Et pour les papas, j'y retrouve pas. Je cherche des contenus, mais des contenus qui soient pas niais. Désolé pour tous les... Non, pas désolé pour les contenus qui sont niais. Juste à un moment quand tu me dis « Cher papa, n'ayez pas peur de faire gousi-gousi. » Je peux te dire que Jérémy rigole parce qu'il... Jérémy en PLS. Si tu me parles comme ça, c'est ça. Non, mais après, moi, dans la façon dont je formule, j'aime bien m'adresser à tout le monde. Justement, tu parlais de... je sais pas si c'est du féminisme ou en tout cas de l'égalité, partage de tâches. Alors évidemment... au moment, on va dire, de l'accouchement, de l'arrivée du bébé, on n'a pas du tout les mêmes positions, les possibilités de faire les mêmes choses, mais quand même très vite, ça commence à s'équilibrer et je pense que ça peut s'équilibrer tout doucement. Pas toujours, pas partout, pas facilement, mais ça peut s'équilibrer. Alors c'est vrai que moi, dans la formulation, je dis pas à qui je m'adresse en fait. C'est au père et à la mère, après c'est à prendre. La dernière publique que j'ai fait, je crois en pédia, c'est les recos de la coqueluche, typiquement, tout ce qui est vaccination contre la coqueluche. Il y a des recos qui sont assez, qui sont très clairs en fait, sur le coparent, est-ce qu'il vaccine, est-ce qu'il ne vaccine pas, est-ce que la mère vaccine, etc. Et je pense qu'il faut les connaître. Après, on prend ce qu'il y a à prendre. Moi, je fournis les infos. Il y a aussi des infos en stratégie de cocooning pour les nounous, les grands-parents, et ça, faut le savoir. Donc moi, je transmets, et puis après... Mais c'est ça, c'est un outil, en fait. Je pense que Je parle pour moi. Ce que je viens chercher dans ce genre de contenu, c'est le truc un peu clé en main, la solution, en fait. Un problème, une solution. Il y a quand même pas mal de personnes qui marchent comme ça, et... C'est des fois un peu ce qui pouvait manquer. Ouais, des fois t'aimes pas quand c'est enjolivé, c'est englobé d'un truc. Bon, alors il y a le niais, il y a d'autres choses aussi à côté, mais oui. Le remplissage qui est... Ouais. Donc c'est bien, c'est mal dit, mais c'est un compliment. C'est gentil. On tourne la roue On tourne la roue. Allez. Une chance sur 2. Cadeau ou balance, et ce sera... ce sera le cadeau. Très bien. Simple. Alors ça, le cadeau, c'est un objet. C'est un objet, on va pas te le laisser à la fin, mais c'est vraiment un symbole. C'est sympa. C'est un prétexte, on est que sur des prétextes, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu as 3 minutes pour répondre. Du coup, tu as un stéthoscope dans les mains pour les personnes qui n'ont pas la vidéo. Est-ce que le stéthoscope est indispensable à la représentation du médecin? La représentation? Mais pas du tout. Voyons. Alors, on me posait récemment la question qu'est-ce qui est surcoté? Typiquement, la position du stéto, tu sais, comme tu la vois dans les séries, autour du cou et tout. Avec le lancer derrière. Genre, j'arrive, j'ai mon stéto autour du cou, donc je représente le médecin. Ça, franchement, on oublie. Tu sais, ce qui est très rigolo, c'est que moi, du coup, je l'ai sur ma photo de profil, mais juste pour identifier le côté médical, tu vois. Sûr. Mais ça a été critiqué. Il y a des médecins qui ont frisé de ouf parce que j'avais un stéto autour du cou et parce que j'avais fait un tuto sur l'auscultation pulmonaire, tu vois. Mais bon. Ce qui tourne autour du stéto... C'est nul. Vas-y, je t'en prie. On parle de médecine depuis tout à l'heure. Pourquoi la médecine générale? Alors moi, j'ai toujours voulu être généraliste depuis l'âge de à peu près 8 ans.
C'est vrai. Et Ok. c'était dans un coin de ma tête et je me suis pas du tout intéressée aux autres spé. Ah ouais. Mais au point que, tu vois, typiquement, j'ai retapé ma première année parce que j'ai loupé médecine de 10 places. Hein. Alors je le dis bien maintenant. Avant, je le disais pas trop, mais maintenant que je vois les numérus et tout tous les choix politiques qui ont été faits à tort, j'ai un peu les boules. Mais ouais, donc je voulais vraiment médecine, alors que j'avais sage-femme, j'avais d'autres trucs. Et pareil, en l'internat, je voulais MedG parce que c'est très personnel, mais moi j'avais envie de voir la famille et de voir les gens évoluer en âge et suivre les familles. Et je regrette vraiment pas. Je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse. T'as fait médecine générale parce que tu voulais pas te spécialiser? Méchant. Wow. C'est une spécialité. Tout à fait. Ça C'est pas une encore, spécialité. C'est pas une spécialité Pour d'organe, mais Louis, c'est une spécialité. Et pourquoi pas pédiatre? C'est une première question que j'ai failli te poser. Je pense qu'on te la pose de temps en temps aussi. Ouais, bonne question. Mais en fait, non, parce que je voulais soigner tout le monde, vraiment, pas que les enfants. Je trouve ça presque trop limité. Et je pense que, je peux me tromper, mais j'imagine que certains pédiatres doivent être frustrés de ne pas pouvoir prendre en charge le reste de la famille, finalement. Ah ouais. Ok, oui, t'es vraiment dans le médecin généraliste de famille, en fait. C'est vraiment ça, le médecin de famille. Médecin de famille. À l'ancienne, presque. Ouais, mais c'est vraiment chouette et c'est hyper gratifiant quand tu vois les enfants grandir, mais au même titre, tu vas savoir des choses sur leurs parents, des choses que tu vas pas forcément dire. Je trouve ça cool, avec le secret médical. Mais ça fait du bien aussi d'entendre des choses positives, parce qu'en médecine générale, ces dernières années, on a entendu, encore une fois, quand on parle que des choses négatives, on a tendance à voir que du noir autour d'un sujet. Je trouve que la MedG, Ouais, mais parce qu'on la maltraite, je pense, en France. Mais c'est totalement sous-coté pour le coup. Mais oui, alors ça, je te dis, le médecin, il voit que des trucs nazes, il fait que les otites, il va faire la paperasse, il va déléguer au spé, justement. Ah, ma question était faite exprès pour. Non, il y en a plein qui savent pas en fait que c'est une spécialité. Ouais, mais c'est perçu souvent comme ça. Alors qu'en fait, en prévention, alors moi, ce que j'aime, c'est la prévention. Ça, je l'ai appris plus tard. Je pensais faire de la MedG, on va dire un peu plus classique, comme tu sais, souvent tu t'imagines un métier un peu comme tu l'as vécu. Moi, j'avais un médecin de famille que j'adorais, et en réalité, c'est en faisant de la PMI que j'ai eu vraiment cette appétence pour la prévention et le côté psychosocial que je connaissais pas. Sachant qu'on sait que la sécurité sociale le sait aussi, que c'est la prévention qui permet, qui marche le mieux et sur lequel on commence à rattraper notre retard en France, mais ça fait moins de 10 ans qu'on s'est lancé dans les grands plans de prévention polypathologique. Ouais, et puis ça intéresse vraiment les gens en fait. C'est aussi pour ça que les comptes santé sur les réseaux fonctionnent, c'est qu'en fait les gens, justement les jeunes, pas croire, les jeunes sont intéressés par la santé, ils n'ont pas envie forcément de tomber malade ou de faire n'importe quoi. Alors évidemment, il y a des jeunes, des moins jeunes qui fument, qui font ci, qui font ça, ils font des choix, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la santé. Et ça, je trouve ça hyper chouette. De plus en plus. Quand on a commencé, c'est marrant parce qu'on disait, plus on a été nombreux à en parler, et plus les gens se sont intéressés, et plus on a grandi tous dans nos comptes, parce que au fur et à mesure, il y a des créateurs de contenu santé. Les créateurs de contenu santé, il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Enfin, 6 ans. 6 ans les premiers, c'était beaucoup d'étudiants en médecine qui parlaient aux étudiants en médecine. Les vrais vulgarisateurs, il y avait Michel Simès, etc. Et il s'adresse à un public plus vieux, quoi. Donc c'est vrai que... Ouais, carrément. Bon, il y a eu aussi cet effet après Covid. Oui. Je pense que quand on a traversé quand même un peu ce tsunami, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais de ma santé aussi? Je pense qu'inconsciemment, il y a un truc autour de ça, je pense. Ouais. Et pour les personnes qui, moi, quand je donne un exemple de pourquoi la médecine générale, il y en a qui pensent que c'est pas une spécialité et qui voient la médecine générale en dessous. J'avais donné le même exemple à mon meilleur pote qui est en train de finir et qui va être diplômé MedG là bientôt. Et je disais, en fait, c'est comme t'as un gratte-ciel et t'as le cardiologue qui connaît très bien le dernier étage, donc c'est super, il se la pète parce qu'il connaît à fond le dernier étage, genre par cœur et tout, il a la plus belle vue et tout. Bah ouais, sauf que le MedG, il connaît peut-être moins le dernier étage, mais il connaît tous les autres étages. Et non, mais c'est vrai. Beau. Il y a... ouais, merci. Il y a ce côté très transversal. Mais non, mais il y a ce côté hyper transversal de la MedG où tu peux pas maîtriser à fond comme tu maîtrises une spécialité parce que c'est pas ce qu'on te demande et que t'as qu'un cerveau, on va dire. Mais par contre, tu dois être capable de prendre en charge de la cardio, de la pneumo, de la néphro et tout en même temps, quoi. Et puis, vu les délais d'attente pour voir d'autres spé, c'est ça la bonne phrase. Il faut qu'on soit quand même bon dans pas mal de domaines. Après, un bon MedG, il doit savoir déléguer aussi. À l'inverse, celui qui va se prendre pour le super warrior de tel ou tel spé,
Faut qu'ils fassent attention parce que je pense qu'il faut être lucide Humble. sur nos compétences. Ouais, Humble aussi. Faire perdre du temps, quoi. ouais, perdre de temps, ça peut être dangereux. Enfin, si t'as, je sais pas, un traitement type en dermato, je sais pas, que tu prescris comme ça. Enfin, des fois, vaut mieux avoir. Mais après, il y a des nouveaux outils quand même qui arrivent. Tu vois, avec des outils connectés, tu peux demander des avis spé. Moi, typiquement, j'ai un ECG au cabinet médical. J'aime pas la lecture d'ECG, c'est pas mon truc. Systématiquement je les envoie et je sais qu'ils sont relus, donc quand il y a vraiment une douleur urgente, c'est relu rapidement, et quand c'est moins urgent je les fais relire aussi. Pourquoi ? Parce que moi j'estime que j'en lis pas assez et je suis pas ultra au point, tu vois, et c'est ok. Oui, oui, du moment encore une fois que tu as conscience et que tu admets tes limites et que je sais poser les électrodes, donc c'est bonne. On va reprendre un petit peu une série de questions. Cette fois-ci, tu pourras répondre. En fait, on va te donner des thèmes. Okay. Tu pourras répondre par quelque chose qui est, selon toi, surcoté ou sous-coté. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, tu pourras en plus justifier un petit peu très bien. ton avis. La prévention en France. C'est totalement sous-coté. Je pense qu'il faut vraiment axer là-dessus. Plus on se connaît, plus on connaît son corps, les risques. Après, on prend les décisions qu'on veut, mais voilà, c'est hyper important. Faire un marathon. Ça, c'est je suis mitigée parce que je suis pas sûre d'en refaire dans ma vie. C'est vrai c'est dur, purée. C'est sous-coté. Je pense que psychologiquement, d'avoir des gros défis, alors un marathon, c'est un petit peu extrême, mais d'avoir des défis perso, c'est génial. Ça fait vraiment du bien, c'est top. C'est vraiment... Moi, j'en ai fait 2, donc j'ai adoré. Après, celui de Valence et celui des JO, là. Donc, je suis trop contente. Ça s'est très bien passé. Dans les limites que je m'étais fixées, on va dire. Je suis loin d'être une championne. Par contre, alors c'est un regard plutôt médical, je vais dire. Je trouve que 42 bornes, c'est pas rien. Et je trouve que pour le corps, c'est plutôt sain d'aller faire du sport régulièrement, plusieurs fois dans la semaine, garder un rythme et se fixer peut-être des objectifs plus raisonnables. Parce que je peux te dire que pendant un marathon, t'envoies des gens qui sont vraiment mal, qui stoppent ou qui vomissent et je trouve que pour le corps c'est un peu particulier. Donc je pense qu'il faut le faire bien et être accompagné, voire peut-être même avoir un coach pour pas que ça se passe mal, quoi. Tu vois. Très bien. Les influenceurs santé. Ah, c'est sous-coté, de ouf. Ouais, faut leur donner un peu plus de visibilité. Moi, ce que je reproche, c'est que les plateformes, elles accompagnent pas assez les influenceurs, puisque c'est le terme qu'on utilise. Moi, j'ai eu beaucoup de liens avec TikTok, des community managers qui mettaient en avant mes lives pendant un temps. Mais il y a eu une période, les lives, il y avait, je sais plus, 70 000 personnes qui les regardaient. Ah ouais. C'est un truc de fou niveau visibilité, et c'était incroyable sur des sujets d'ailleurs, prévention, IST, etc. Je pouvais parler de tout, répondre aux questions que je voyais défiler, c'était chouette. Mais je sais pas, enfin si je sais, c'est qu'il y a quelques années on m'a appelé, on m'a dit maintenant TikTok met en avant le sport, donc il y aura plus la santé, et puis ça s'est arrêté, et je trouve ça dommage parce que la période où j'étais mise en avant, j'ai trouvé que ça a fait vraiment du bien. Les questions qu'on posait, elles étaient chouettes et ça a aidé d'autres personnes. Donc si on pouvait être mis en avant, s'il y avait un petit message à passer, ce serait cool. Moi, j'aime pas le terme influenceur. Ouais. Je me suis toujours battu contre ça parce qu'en fait, maintenant, c'est assez connoté, et parce que surtout dans la médecine, il y a eu des influenceuses. La loi influence, elle vient des fake med qu'il y a eu à cause des influenceuses, et du coup, moi, vraiment, j'essaie de prendre de la distance. Alors, je suis un peu nazi avec ça pour le coup, mais ouais, je comprends, parce que t'as l'image de l'influenceuse qui te vend un shampoing, et je comprends le terme qui est plus sympa. Je trouve que ça reste créateur de contenu, que j'utilise moi aussi. Tu vois, j'utilise plus le terme créateur de contenu. Après, finalement, quand tu décortiques le mot sans penser à ces nanas qui vont vendre des shampoings, quelque part, on cherche à influencer un petit peu les gens aussi dans leurs pensées, dans leur façon de réagir. Je sais pas, moi je cite les études s'ils veulent aller plus loin, mais on a envie d'influencer par rapport au savoir qu'on peut avoir à nos formations. Donc quelque part le mot, moi je relève pas forcément. Ok. TikTok. Du coup. Un peu surcoté maintenant, je suis fâchée. Je comprends. Mais peut-être à revoir, parce que finalement c'est la plateforme qui va toucher beaucoup les jeunes. Donc est-ce qu'il faut pas tout simplement atteindre ces équipes-là et essayer de modifier tu vois, il y a BookTok maintenant qui arrive, il y a des trucs. BookTok, c'est pour présenter des livres.
que tu lis et valoriser tes lectures. Pas du tout. Et ça marche bien. Et ouais, alors pourquoi faire... On pourrait faire un équivalent de TikTok pour la santé, tu vois. Il y a des choses à faire pour toucher les jeunes, donc... Ok. L'éducation à la sexualité chez les jeunes. Ah ben totalement sous-côté. Ça se passe mal d'ailleurs au collège, hein. C'est un peu la défaite. Donc ouais, je pense qu'il faut aider les ados. Moi j'y pense beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Je pense vraiment. Je pense que c'est dur d'être ado. Enfin, je sais pas vous, les gars, mais ado, c'était une période difficile, quoi. Le collège, j'ai trouvé que c'était pas forcément simple. Après, ça peut être cool aussi, tu vois, mais je pense ça peut être des questions, voilà, des changements. Commence à y avoir. Toi, je sais pas si t'as eu il y a quasiment 10 ans qui nous séparent. Je veux pas enfoncer le clou, mais voilà. Je sais pas s'il y a eu de. J'ai détesté le collège. Ouais, moi aussi, j'ai détesté. Hein, voilà. Ouais. Donc tu vois, finalement, ça en dit long. On est trois à dire la même chose. Donc je pense que. Je pense qu'il faut les aider, les ados, et pas penser qu'ils... Tu sais, c'est un public qui consulte peu. Donc, parce qu'on dit qu'il va bien, soi-disant, mais... Ils sont jeunes, ils n'ont pas de problème. Voilà, c'est ça. Super. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu viens de clore le... Tout à fait. Merci Laure. Merci à vous, les gars. Franchement, c'était très chouette. Merci à toi d'être hyper intéressant, c'était riche en infos. Tout à fait. Puis, merci à vous, c'était trop cool. Ouais. Bah, à la prochaine, parce qu'on se voit quand même. On se voit au moins une fois par an sur des events, donc avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci.